La dernière partie de l'émission avec toujours la même équipe autour de moi, Karim Zeribi, Elisabeth Lévy, Joseph Massescaron et Calixte Beyala. Et un sujet qui divise beaucoup en ce moment et qui concerne la lutte contre la toxicomanie. Faut-il, comme ça se fait en Suisse, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas ou en Norvège, ouvrir en France des salles de shoot, c'est-à-dire des endroits où les toxicomanes viennent en toute sécurité, dans des conditions d'hygiène parfaite et avec un accompagnement spécialisé, se faire une injection de drogue. Et quand on parle de drogue, soyons bien clairs, il s'agit essentiellement d'héroïne. Le gouvernement a décidé d'ouvrir une première salle de shoot à Paris. Ce sera ce printemps, dans le quartier de la Gare de l'Est. Mais Bordeaux et Marseille ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils étaient candidats eux aussi à l'ouverture d'autres salles dans d'autres pays. On pense que la salle parisienne, c'est une évaluation, accueillera 200 toxicomanes par jour, et ça crée un débat sur le net. Voici le petit zapping d'Émilie Livet. Matignon vient de donner son feu vert à l'expérimentation à Paris d'une première salle de consommation de drogue. Il faut rentrer dans l'espace de consommation, donc il se mettra à son poste, où on lui fournira du matériel stérile, et de là, il pourra consommer donc, soit par voie inhalée en fumant, soit par voie injectée. Aujourd'hui, les salles de shoot, demain la dépénalisation, après-demain la légalisation, après-demain peut-être la dépénalisation des drogues dures. Ce n'est pas du rôle de l'État d'organiser la consommation de stupéfiants. Partout, ça s'est traduit par une augmentation de la consommation. On n'a qu'à répertorier tous les actes de délinquance, et puis on fait des salles de viol, des salles de crime, des salles de vol. Comme ça, on saura où se commettent les vols, les viols et les crimes. À l'intérieur de ces salles, ces personnes seront en contact avec des personnels de santé qui leur diront comment ne pas aggraver la situation qui est la leur, mais aussi qui leur diront que d'autres voies sont possibles, notamment celle de s'éloigner de la toxicomanie. Il ne s'agit pas d'encourager la consommation, il doit y avoir une tolérance zéro en la matière, mais il faut apporter des réponses aux malades et faire en sorte que ces malades ne perturbent pas la vie dans les quartiers et la sécurité de leurs voisins. Voilà, est-ce qu'il est acceptable que dans notre pays, les pouvoirs publics organisent une activité qui est illégale, la consommation de drogue dure, et accueillent à bras ouverts des gens qui pratiquent une activité qui est illégale? Voici le débat que nous allons ouvrir avec Pierre Chapard, bonsoir, du réseau de réduction des risques. Vous êtes un ancien toxicomane, on peut le dire, ce qui vous permet de parler en connaissance de cause. Et puis face à vous, Denis Jacob, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le syndicat Alliance Police Nationale. Denis Jacob, j'ai envie de commencer par vous, puis comme ça, on partira sur... On saura ce qui vous gêne. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce projet d'ouvrir une salle de shoot à Paris? Tout. Écoutez, je pense que le problème qui se pose en France, c'est qu'on ne prend pas connaissance de ce qui se passe à l'étranger. Alors chacun y va de son petit lobbying en France, hein, voilà, on est une association, on veut ouvrir une salle de shoot parce que derrière il y a des subventions, il y a tout un tas de choses, mais on ne tient pas compte de ce qui s'est passé à l'étranger. La première salle de shoot, salle de consommation à moindre risque, pour appeler exactement, pour donner le terme exact, puisque shoot, il ne faut surtout pas dire shoot parce que ça paraît tabou, péjoratif. Qu'on peut sniffer. Mais il y a plusieurs rapports, plusieurs enquêtes, plusieurs études qui ont été faites en Australie, au Canada, à Vancouver, à Berne, en Suisse et à Genève. Il y a eu également en Norvège, aux Pays-Bas, à Rotterdam, en Allemagne, à Hanovre. Et bon, il y en a encore plein d'autres. Elles disent quoi? Elles reviennent tous sur les salles de consommation à moindre risque. Il y a plus de cas d'overdose. Pas mortels. Pourquoi? Parce que compte tenu qu'il y a un corps médical qui est sur place, on administre un médicament qui s'appelle le Narcan. Je ne suis pas médecin. Je suis allé me renseigner quand même un petit peu. Qui permet de se sortir de l'overdose. Sauf que le cas d'overdose en tant que tel est en grande augmentation. Premier point. Deuxième point, on s'aperçoit que les toxicomanes sont plus nombreux à augmenter leur consommation qu'à la diminuer. Deuxième point, c'est pas moi qui le dis. Hein. Si, c'est vous qui le dites. Non, c'est les... je vous invite à aller lire les rapports. Mais on en parle. Vous avez la Commission européenne qui a d'ailleurs fait un rapport fin 2012. C'est pas moi, c'est la Commission européenne. Je pense qu'elle est un petit peu experte en la matière pour le dire. Et elle dit quoi? Elle dit que la consommation de drogue ne baisse pas en Europe. Donc sur les toxicomanes, le troisième problème, c'est que ils n'acceptent pas, dans les études que j'ai pu lire, ils n'acceptent pas le principe de réglementation dans les salles de consommation, c'est-à-dire l'hygiène, l'interdiction de s'échanger la drogue entre toxicomanes. Et donc, de ce fait, ils vont dans les salles de consommation, ils récupèrent le matériel sain,
puisque là-dessus, on ne peut pas retirer le fait qu'au niveau de santé publique, il y a effectivement la possibilité d'avoir du matériel sain. Mais vous dites que c'est positif Mais ça existe déjà. Il y a des distributeurs de seringues et on a dans les hôpitaux des accueils, ça existe. L'Académie nationale de médecine elle-même le dit et s'oppose à l'ouverture de salles de consommation. Et elle l'a dit très récemment parce que les endroits pour accueillir les toxicomanes et pour les aider socialement, pour les sortir de la toxicomanie, en les sevrant, en leur donnant des produits de substitution, existent. Et aujourd'hui, on va faire quoi? On va encourager les toxicomanes à s'installer durablement dans la toxicomanie parce qu'ils se disent, allons-y, on a le corps médical qui est présent, on va pouvoir administrer de la drogue, voire même augmenter le taux de drogue, puisque de toute façon, on sait pertinemment que le corps médical sera derrière nous pour intervenir si on fait une overdose. Bon, le problème, il est là. Un petit point stop dans le raisonnement, Pierre Chapard, comme ça, déjà je ne sais pas par où commencer, parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui parlent, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Excusez-moi. Excusez-moi, vous n'êtes pas médecin non plus. Hein. Non, mais en fait, il y a quand même un rapport de l'INSERM français de 2010 qui fait une analyse de toutes les salles de consommation en France et dans le monde, et qui préconise l'ouverture de salles de consommation en France. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM. Bon, alors, les études, rien ce soir. Tout le monde fait parler les autres. Les études, elles sont faites dans le Lancet, elles sont faites dans le British Medical Journal. C'est pas n'importe quoi. Vous dites que ça va augmenter la consommation. Eh ben non, les études, elles disent quoi? Elles disent que ça n'augmente pas la consommation dans la communauté, ni la consommation des usagers qui la fréquentent. Au contraire, une étude qui a été publiée dans le Lancet montre quoi? Que lorsque la salle de Vancouver s'est installée, il y a l'augmentation de 30% de demandes de sevrage dans la ville. Pourquoi? Ça donne un marchepied aux usagers qui étaient dans la rue et qui peuvent rencontrer des professionnels de santé. Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi, il y a énormément de mensonges. En plus, je voudrais rajouter des choses. Ça ne va pas résoudre le problème de la toxicomanie en France. Les salles de consommation, c'est résoudre un problème particulier pour les usagers en grande précarité qui injectent dans l'espace public. Donc les types au bout du rouleau, pour dire les choses clairement. Voilà, les types au bout du rouleau. Alors, c'est pas la fête dans une salle de consommation, c'est la grande précarité. Mais ils n'en veulent pas de la salle, ils le font à l'extérieur. Mais non. Mais si, ils le font à l'extérieur. Mais pas du tout. Vous citez d'ailleurs Vancouver. Vancouver, il y a le professeur, j'ai pas son nom, je l'ai pas appris par cœur, Colin Mangam, qui a fait une étude en 2007. Non. Moi, si. Alors c'est un menteur, le monsieur. Oui, il a fait une étude par lui-même. C'est un menteur. Mais pas publié dans les revues, pas publié dans les revues scientifiques. Il faut être publié pour être crédible. Ah bah oui, excusez-moi. Qu'est-ce que vous répondez? À partir du moment où c'est un médecin qui le fait. Il faut publier dans les revues avec pair. Excusez-moi. Le professeur Debré en France qui s'oppose aux salles de consommation parce qu'il n'a pas été publié sur la question, c'est un menteur. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument qui a été le sien, qui est de dire il y a déjà plein de choses, c'est-à-dire des endroits pour avoir des seringues neuves, il y en a. Des endroits où sont accueillis les toxicomanes, il y en a. Des endroits où on les aide à entrer dans des processus. Cela, ça n'a pas résolu le problème. Ça fait 30 ans que le problème existe à Paris. Et personne n'a pu le résoudre. D'usagers précaires qui injectent dans les caves. Bonjour la dignité, excusez-moi. Et bonjour. Une demi-heure dans une salle de shoot sur 24 heures, bonjour la dignité. Et au moins vous rencontrez des professionnels et vous le faites en toute sécurité. Le droit de se shooter dans la dignité, c'est quand même. Et le problème de l'ordre public, dans une cave, dans les toilettes. Le problème d'ordre public. C'est pas un droit de se shooter, figurez-vous. Justement, le toxicomane va se droguer, qui va être assisté par des médecins. Tu ne dis rien. Que les salles vont être. Si, par des médecins. Que les salles de consommation vont être ouvertes sur des aides de l'État, sur les impôts de nos concitoyens. L'État, il cautionne ceci. Quand la personne toxicomane va sortir, va aller tuer quelqu'un, quelle sera la responsabilité de l'État? Et pourquoi le toxicomane tuerait quelqu'un? Ah bon? Parce qu'il tue un exemple que les autres toxicomanes. Aujourd'hui, on mène des campagnes de prévention routière, de lutte contre l'alcoolisme, de lutte contre le tabagisme. On met tout en œuvre pour que les gens arrêtent de boire, arrêtent de fumer, en augmentant le prix du tabac, en imposant des alcotests. Et de l'autre côté, on va dire, allez-y, allez vous shooter dans une salle de drogue, tout en sachant que l'aide à la consommation, à la prise de stupéfiants, est réprimée par l'article 222-37 du Code pénal à 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende. Oui, alors par rapport au coût, moi je voudrais dire justement un truc, encore une étude de Vancouver, parce qu'on dit que ça va être les contribuables qui payent. Qu'est-ce que montre l'étude de Vancouver? C'est que quand le gouvernement met 1 € dans la salle,
eh ben, ils en gagnent 5. Pourquoi? Parce que c'est moins d'usagers aux urgences, moins d'usagers qui se contaminent, moins d'usagers qui font des overdoses. Le coût d'une salle, 300 000 à 1 million d'euros. Hein. Oui, bien sûr. Et 300 000 euros à 1 million d'euros. On gagne 1 million à 5 millions. Mais alors, donc, je voudrais revenir, Christophe Ondat, si vous me permettez très rapidement. Et puis après, il faut qu'on ouvre sur l'histoire de la disproportion entre la lutte contre l'alcoolisme et la lutte contre le tabagisme. Il y a malheureusement un drame qui s'est produit hier. 2 fonctionnaires de police qui ont été tués par un multirécidiviste qui n'avait pas le permis de conduire et qui était en état d'ébriété. Eh bien, d'un côté, on va mettre des sanctions en place, on va mettre des préventions pour lutter contre l'alcoolisme ou le tabagisme, et d'un autre côté, on va... On a bien compris ça, on a déjà dit. Oui, déjà dit. Non, mais c'est important. Il faut qu'on fasse tourner la parole. Elisabeth, Calixte ont déjà bougé, je vois Karim qui frétille. Elisabeth. Dans ce festival de rapports et d'études, excusez-nous, on est un peu désarmés, donc moi je pense que je ne sais pas. D'abord, c'est très difficile d'avoir une religion, mais moi, il y a dans vos propos quelque chose que je vous dis, oui, le droit de se shooter dans la dignité, c'est pas un droit de se shooter, c'est à la fois un délit et une maladie. Ce qui pose un problème, et c'est bien. Une des réponses, effectivement, c'est bien pour ça qu'on a inventé ces salles de shoot. Alors, il ne faut pas dire salle de shoot, parce que quand on espère cacher la chose, en changeant le mot, mais bon, ça va pas le temps. Vous savez pourquoi on les appelle salles de shoot? C'est le terme des opposants, parce que c'est le terme qui fait peur. Mais c'est le terme des droits, attendez, je voudrais quand même... Excusez-moi. Ouais. Donc, il y a quand même un petit problème. C'est que quand l'État interdit quelque chose, si vous voulez... Alors, vous avez le méchant État policier qui va interdire, et puis derrière, la maman compassionnelle, de gauche d'ailleurs, bien sûr, qui arrive et qui dit « Ah non, maintenant, il faut soigner ». Or, la réalité, si vous voulez, c'est que si, effectivement, il y a des soignants, je veux dire, qui sont dans les services qu'a évoqué monsieur, d'accord, ça... Non, mais si. Non, mais je vous laisse. Ce que je veux dire, l'idée, si vous voulez, que de l'encadrement crée une sorte de brouillage du message qui est terrible. En revanche, ce que vous pourriez dire, on veut plus de moyens sur les lieux d'accueil, sur les traitements, etc. Ouais, témoignage d'un des patrons de Sainte-Anne, par exemple, on n'a actuellement pas assez de lits. Et tous les jours, on envoie en psychiatrie ordinaire des toxicomanes, parce qu'on n'a pas de lit en psychiatrie d'accueil des toxicomanes, en nombre suffisant. Donc, on se dit 1 million sur une salle de shoot. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux les mettre? C'est ça un peu. Hein, c'est plutôt là-dessus. Répondez à ça. Dernière question. Attendez, c'est bien qu'ils répondent là-dessus, je vais vous dire après. Les témoignages, il y en a déjà. Les communautés thérapeutiques qui accueillent 15 usagers par an, qui font se sevrer les gens. Oui. Elle coûte 3 millions par an. Et c'est pour 15 usagers. Et on n'est pas en train de dire « Oh, ça coûte cher pour l'État ». Je veux dire, il en faut à tous les stades. Oui, mais ce qu'on veut, c'est un message clair. En fait, ce qui me pose problème, c'est le brouillage du message. Mais bon, je l'ai dit, je voudrais juste poser une question. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'on décide de poursuivre l'expérience. Tout le monde va dire, c'est formidable les salles de shoot. Not in my backyard. Mais pas chez moi. Pas chez moi, pas à côté de chez moi. Et là, si vous voulez, parce qu'au départ, vous ne l'avez pas dit d'ailleurs, vous, que c'était un des trucs, c'était d'éviter que les gamins trouvent des seringues usagées, etc., ce qui est tout à fait louable. Et je veux dire, l'histoire des seringues, si vous voulez, à un moment, on peut aussi, au lieu de considérer, parce que j'ai l'impression que vous considérez les toxicos, certes, comme des malades, mais c'est-à-dire, vous les considérez un peu, comment dire, il faut peut-être les appeler un peu plus de responsabilité. C'est pas parce qu'on est toxico qu'on n'est pas capable d'aller dans une pharmacie et changer une seringue. Non, on parle aussi des gens en grande précarité, au bout du rouleau. Là. Je ne parle pas des toxicos en général. Quant au message, on brûle le message. Mais ça veut dire quel message on veut faire passer? Est-ce que c'est interdit? Oui, mais il y a aussi d'autres messages que la République, elle s'occupe des gens qui ont besoin d'elle. Y compris pour les jeunes. Et ces gens-là ont besoin de la République parce qu'ils sont au bout du rouleau. Oui, mais si vous faites trop de compassionnel, vous allez les enfoncer dans un statut de victime et pas du tout les pousser à... Non, franchement... Justement, le pouvoir rencontrer des gens, des professionnels, il y a d'autres moyens. Et c'est ça qui, ensuite, va leur permettre d'engager un parcours de soins. Mais encore, il faudrait qu'ils puissent les rencontrer. Pour l'instant, ils sont dans la grande précarité. Est-ce que vous vous mettez à la place d'un policier? Est-ce que vous mettez à la place d'un policier qui... Oui, Karim. Voilà. Karim Zeribi. Moi, je pense que si on essaie d'aborder ou si on amène le débat sur la question du clivage droite-gauche, on fait une erreur fondamentale d'emblée. Parce qu'on essaie effectivement d'idéologiser la question, la maman de gauche, la moralisation, le machin. Il faut qu'on sorte de là. Parce que Bordeaux, c'est une ville de droite, Marseille, c'est une ville de droite. L'adjoint qui va mettre en place ça à Marseille, je le connais très bien. Il s'appelle Patrick Padovani, c'est un médecin. Il sait peut-être de quoi il parle. Et il est favorable effectivement à la mise en place de ces salles de shoot à Marseille, alors que par ailleurs, il y a des gens de gauche qui ne sont pas totalement favorables. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut effectivement éviter le message brouillé et les ambiguïtés, d'emblée. Ce n'est pas une zone où il y aura le tout permissif. Mais si. Il faut expliquer ça. C'est ce que vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère
que le devoir de ceux qui veulent mettre en place ce genre de salles, d'endroits, doivent expliquer aussi à côté de la seringue propre, neuve, qui permettra de s'injecter le produit en limitant les cas de transmission de VIH et autres, parce que c'est aussi ça les études. Il y a 20-30% de transmission de VIH en moins et autres. Et ça, c'est un coût pour la société. Il faut aussi le mesurer quand on mesure le coût d'une salle de shoot. Il faut expliquer l'accompagnement qui peut exister, qui existe, la relation qui se noue avec quelqu'un qui est malade, qui ne demande pas le droit à la dignité pour se shooter. C'est pas ça la question. La plupart des gens qui sont dans la toxicomanie, même si inconsciemment, s'ils sont addicts, quand même, je veux dire, le bonheur pour eux, ce serait d'en sortir. Parce qu'ils sont tombés dans une spirale qui coûte à la santé, qui coûte financièrement, qui les pousse à la dérive. Je veux dire, une maladie et un délit. Et là, la maladie, il faut quand même y apporter une réponse. Si ces salles de shoot, c'est l'accompagnement à côté, je dirais, des conditions de se droguer. Que vous occultez tous les aspects négatifs, vous ne voyez que ce qui est positif. Mais j'essaie de regarder les aspects négatifs, parce que là, on parle de santé publique. Mais on est d'accord qu'il faut venir en aide socialement. Ce sont des gens désocialisés, qui sont malades, qui ont besoin d'être pris en charge. Mais nous disons que la salle de consommation à moindre risque n'est pas la bonne solution. Mais pourquoi pas l'expérimenter sur quelques mois après tout? C'est quoi la bonne solution? Vous avez dit, la bonne solution, c'est que vous avez déjà des structures qui existent. Eh bien, mettons financièrement plus de moyens, puisqu'on est prêt à mettre des moyens sur des salles de consommation à moindre risque, mettons-les sur d'autres moyens. Et on ne parle pas d'une chose importante quand même, excusez-moi, on parle du trafic de stupéfiants. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez dit dans une vidéo en octobre, qu'il n'était pas, octobre 2010, qu'il n'était, parce que je l'ai regardé quand même avant de venir, qu'il n'était pas question de voir un policier à l'entrée d'une salle de consommation. Donc c'est une zone de non-droit. Donc c'est une zone de non-droit. C'est-à-dire que la police ne pourra pas intervenir, le dealer pourra revenir à l'entrée de la salle, faire son petit business. Répondez à ça, tiens, parce que avant que Joseph n'intervienne. Bien sûr, caricature. Ça existe à l'étranger, excusez-moi. C'est un constat qui est fait. C'est pas une zone de non-droit. Les policiers ne peuvent pas intervenir pour usage. Mais s'il y a du deal, ils peuvent très bien intervenir. Mais l'usage est interdit. Joseph Massescaron. Vous demandez à ce que le législateur modifie le code pénal. Mais non, pas du tout. Joseph Massescaron. D'abord, je vais reprendre ce qu'a dit Elisabeth et qu'on n'a pas assez entendu, pour une fois, c'est que où est le problème d'expérimenter et de voir si après ça marche? Mais parce que partout ailleurs, c'est un échec? Non, partout ailleurs, ce n'est pas un échec. Là aussi, je reprends ce que disait Elisabeth Lévy, on a des rapports qui sont extrêmement, en effet, qui sont antagonistes, contradictoires, et que, je suis désolé, pour l'instant, ce qui est publié dans les revues médicales, je suis d'accord, ça ne veut rien dire, va plutôt dans le sens de monsieur. Ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est indiscutable. Je vous défie de me trouver, et les gens qui nous écoutent, je les encourage à regarder sur Google, je vous défie de trouver un rapport de Lancet ou autre qui soit contre. Ça, c'est le premier point. Je vous le défie. Ça, c'est le premier point. Je vous défie de le trouver. C'est pas forcément la bonne chose. Les médecins, en tout cas, c'est étayé scientifiquement. Oui, d'accord, admettons, je suis d'accord que pour vous, ça ne veut rien dire. Voilà. Ça, en tout cas, c'est le premier point. Donc, pourquoi ne pas expérimenter? Nous crevons, en règle générale, dans ce pays, du fait de ne pas expérimenter sur des points. Si ça se trouve, il y a des grandes choses qui ont été expérimentées, mais assez peu en France, dans d'autres domaines, dans des domaines sociaux. Bon, maintenant, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui me gêne, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai personnellement connu, et je vais essayer d'être très très calme là-dessus, parce que c'est quelque chose de très très hard, n'est-ce pas? Dans les années 80, je me souviens d'un certain ministre de l'Intérieur qui s'appelait M. Charles Pasqua, qui a mis tout son poids politique dans la balance pour interdire que les kits d'injection soient en vente libre dans les pharmacies pour 1 €. Il l'a interdit. C'était dans les années 80, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps que on change de majorité, mais ça n'a rien à voir avec un truc droite-gauche, je suis d'accord. Et le temps qu'on change, qu'est-ce qui s'est passé? On savait qu'on était quand même dans les années... Ça vous fait rire, tant mieux. Vous avez de la chance de rire là-dessus. Vous avez de la chance de rire là-dessus. Moi, je ne ris pas là-dessus. Vous tenez des propos contradictoires, vous dites que c'est pas un débat politique et vous faites un débat politique. Donc, il se trouve que dans les années, en effet, 86, c'était le début des années SIDA, on le savait, tout le monde le savait. Et en 86 et 88, puisque vous voulez revenir là-dessus, en effet, il y avait une autre majorité, et que M. Pasqua a mis tout son poids pour qu'on ne vende pas les kits injections dans les pharmacies. Cela a coûté des milliers de vies humaines. Et je le dis, je suis désolé, pardon, je vais redescendre, parce que c'est tellement hard, parce que je connais des personnes à qui ça a coûté la vie, n'est-ce pas, ce genre de choses. Donc je dis attention.
Attention, quand vous dites, quand vous partez sur les trucs. Moi, honnêtement, je n'ai pas de religion en la matière. Mais je crois très sereinement qu'en dehors de toute idéologisation, on peut, comme l'a dit Elisabeth, simplement faire chez nous l'expérimentation en disant, voilà, nous allons réunir tous ces centres. Parce que le problème, c'est qu'en effet, il y a des centres. Mais ces centres, ils sont éparpillés. Et que je suis désolé, le toxico, il va pas aller une fois dans le centre de l'éducation, une fois dans le centre de soins, etc., une fois dans le centre psychologique. C'est de rassembler tous ces experts, en effet, dans ces centres de shoot. Et puis voyons si ça marche. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, voyez, vous êtes d'accord. C'est parfait. Je ne dis pas qu'il faut pas. On avance. Bien au contraire. Je vous dis d'expérimenter. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre. Vous voulez que je recommence? Expérimenter. Voilà. Mais attendez, mais vous plaisantez. Vous voulez expérimenter alors que vous avez déjà des structures qui existent pour cela. Donc pourquoi aller expérimenter autre chose? Il n'y a pas de structure qui existe. Ah bon? Non. Dans les milieux hospitaliers, il n'y a pas de structure. Non. Je parle d'une structure. Non, pas pour aller s'injecter de la drogue. Oui, voilà, on est d'accord. Mais les toxiques, Calixte n'a rien dit. Oui, non, mais pour une fois, je suis désolé, je suis assez déstabilisé. J'ai l'impression que nous sommes de plus en plus dans une société qui marche la tête à l'envers, où c'est la société qui doit s'adapter aux particularités des individus. J'ai envie de me shooter, il faut que la société me donne les moyens de me shooter. J'ai envie de faire ceci, il faut que la société... Or, moi, je viens quand même d'une société originelle où la société est puissante et où c'est l'individu qui s'adapte. Là, j'ai l'impression, je vous jure, je n'ai pas d'opinion précise par rapport aux salles de shoot ou autres, mais au fil des débats, j'ai l'impression d'une société qui fout le camp, qui s'effrite, qui n'a plus de colonne vertébrale, où l'homme, dès l'instant où on constate qu'il a tel défaut, ou telle folie, ou telle je ne sais pas quoi, on pond des lois... La salle de shoot à ciel ouvert, la salle de shoot à ciel ouvert, elle existe déjà. Et ça, c'est un modèle de société pour toi? La dignité. Parfait, je te le laisse. Je n'ai pas dit ça. Si c'est ça, cette société, non. elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Pourquoi on ne va pas plutôt encourager les enfants à ne pas se droguer? Je pense qu'il faut mettre plutôt en place des moyens. Karim et Pierre Chaban, c'est l'intervenir. À mon avis, c'est là l'écueil. On va opposer la politique globale que nous devons mener pour effectivement éviter à la fois les trafics et la consommation de la drogue. Mais la vision globale, dans la vision globale, il peut y avoir l'expérimentation de ces salles. Mais si ça ne marche pas, on y reviendra. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces salles n'existent pas. La consommation de drogue augmente. C'est-à-dire, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et si la réponse était la seule morale de la société qui ne devait pas effectivement être en faiblesse face au choix des uns et des autres, mais on voit bien que ça c'est un discours. Monsieur Chapard n'est pas intervenu ça c'est limite. Et tu peux faire de la prévention pour les jeunes parallèlement. Rien ne t'empêche à ça. Mais alors faisons-en de Pierre Chapard. C'est là on parle de gens qui sont déjà dans la drogue. C'est sûr qu'on ne fait pas assez de prévention, il faudra en faire plus. Mais ce n'est pas une raison pour mettre en place ces salles de consommation. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, le débat... Il me rappelle, c'est exactement le même mot pour mot. Vous l'avez dit, quand on a voulu mettre des seringues en vente libre en France. Dans les pharmacies. En pharmacie et en vente libre, dans la pharmacie. Non, on a eu les mêmes arguments, exactement les mêmes arguments. Non, ça allait inciter, ça allait encourager à l'usage de drogue. Et on se retrouve 20 ans plus tard, avec pourtant une politique de réduction des risques française qui est entrée dans la loi en 2006 avec exactement les mêmes arguments. Et c'est vrai que ça, c'est un peu désespérant. En France entre 80 et 2013. Mais la consommation de drogue a-t-elle diminué? Mais non, elle a fait qu'augmenter depuis 40 ans. Donc elle va faire comment? Je voudrais que avec la crise, je voudrais que Camille Bedin, qui est toujours là depuis le premier débat, puisse intervenir là-dessus. J'aimerais bien avoir son avis. Et c'est un débat qui me compte beaucoup, parce que j'habite à Nanterre, qui est une plaque tournante du trafic de drogue en Ile-de-France, au Pablo notamment. Et ben, moi, l'expérimentation, d'abord, je vous rassure, elle va avoir lieu. Donc très bien, elle va avoir lieu. On verra bien ce que ça donne. Moi, pardon, mais j'ai encore quelques convictions et en tout cas des interrogations. Je n'arrive pas à comprendre comment l'État va expliquer d'un côté aux parents qui sont démunis face à des enfants victimes, des enfants consommateurs ou des enfants trafiquants, comment ces familles vont réagir quand on va leur expliquer d'un côté on interdit et de l'autre on organise la consommation. Pardon, je ne me place pas sur le plan de la santé publique. Sur le plan de la santé publique, ce sont des gens qu'il faut aider et de tous les moyens possibles par l'hôpital, par l'école, par tout ce que sur le plan du droit, c'est ça? Mais sur le plan de la morale, vous qui teniez au débat sur la morale, il y a quand même une question morale. Il y a quand même une question morale. Il y a quand même une question morale à organiser. Attendez, il y a quand même une question morale organisée par l'État, la consommation de drogue
sur notre L'État est territoire. divers. Arnaud Pavlovski, et on aura fini le petit tour. Arnaud Pavlovski Arnaud Pavlovski d'adopteunmec.com. On a son avis, puis on en aura terminé. Je réponds juste parce que moi j'habite dans le 19e, donc je suis bien placé pour parler aussi. Bon. Moi j'ai eu des gens qui se piquaient tous les matins dans ma cage d'escalier, voilà. Quand j'ai une mère de famille qui habite à côté de moi avec sa fille, elle n'a pas spécialement envie, elle a pas spécialement envie de voir ça, elle a spécialement envie d'être rassurée. Au-delà de ça, moi je suis pour cette... quelle conclusion vous en tirez? Moi je pense qu'il faut expérimenter et je trouve que l'argumentation de mademoiselle est un peu courte parce que là, grosso modo, vous préférez laisser crever les gens dans votre, dans votre logique. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. 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 Elle dit qu'il y a un hiatus. Il y a un hiatus juridique. C'est dans le 10e la salle. Il faut éviter l'écueil. C'est pas le débat des laxistes contre ceux qui veulent effectivement être tenants du droit et de l'application de la loi. Attention, parce que c'est trop, c'est un peu facile. Non mais monsieur, c'est monsieur. C'est pas le débat. Monsieur, c'est monsieur. Il pense ce qu'il veut. Mais globalement, je veux dire, ceux qui défendent éventuellement l'ouverture de ces salles sont pas des laxistes qui veulent qu'on évite et qu'on arrête de lutter contre les trafiquants de drogue. On a compris. Quoi qu'il en soit, ce débat est terminé et nous voici rendus à la dernière séquence de l'émission. Ça s'appelle les broutilles. Alors les broutilles, ce sont de petites infos qu'on n'aura pas le temps de développer beaucoup, on n'aura pas le temps de débattre beaucoup, mais j'aimerais quand même bien que dans ma bande des 4, et puis peut-être si on a le temps chez d'autres, on puisse se positionner. Les papas perchés sur des grues qui protestent contre le fait qu'on ne leur accorde pas la garde de leurs enfants, ça vous a fait quoi, Joseph? Si on prenait le grand écrivain italien Italo Calvino, on dirait que c'est un daron perché. Pardon. Alors Italo Calvino a fait un livre qui s'appelle Le Baron perché. Voilà. Non, simplement, l'émission, l'idée, bah oui, mais quand même, attends. Oui, c'est bien. Vous m'avez pas fait venir pour rien. Non, Papa Grue ou Maman Cigogne, c'est l'expression même Papa Grue est absolument, là on en a parlé d'ailleurs avec Elisabeth ensemble, est tellement absurde, et le fait que les médias en permanence se soient focalisés. Papa et maman, c'est terrible. C'est ça, se soient focalisés. Le mot d'ailleurs papa et maman, depuis le débat sur le mariage pour tous, avec la manif pour tous, papa, maman, je veux dire, j'en ai assez. Des deux côtés. Mais le phénomène, si on pouvait ne pas rester sur l'écume du sujet. Non, sur le phénomène, le problème c'est que le héros, si je puis dire, est un mauvais héros, mais qu'il y ait concrètement un problème sur le fait que des parents, des pères ont du mal à trouver, à avoir la garde de leur enfant, oui, ça c'est quelque chose. Il y a des chiffres qui sont parus. Il y a des chiffres. Alors peut-être qu'on peut dire que certains pères ne veulent pas la garde de leurs enfants, c'est possible. Mais la majorité, c'est vrai qu'il y a un véritable problème qui est dû, qu'on le veuille ou pas, au fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont juges, de même qu'il y a de plus en plus de femmes, qui sont psychologues et donc qui interviennent dans ces cas-là. Et il y a un combat qui est un combat désespéré. C'est tellement vrai que lorsque vous allez pour plaider devant le juge des affaires familiales, on vous dit, et que vous êtes un mec, on vous dit, surtout, prenez un avocat de femme. Ah ouais. Ça va bien. Elisabeth Lévy. Non mais évidemment, cette histoire, je crois que c'est vrai qu'il y a un biais, quand même, si on prend statistiquement dans la justice, souvent en faveur des mères. Alors Joseph a quand même, parce qu'on a balancé beaucoup de chiffres en disant les mères, on la garde dans tant de pourcents, mais ça n'a aucun sens comme chiffre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir dans combien de cas les pères la demandent et qu'on leur refuse, parce que sinon c'est un peu idiot comme chiffre, ça ne veut rien dire. Donc je pense que ce biais, moi, est en train quand même d'évoluer, parce qu'on voit quand même, je vois pas pourquoi la magistrature serait le seul endroit qui est totalement imperméable. On voit des tas de toutes sortes de familles, de plus en plus de gardes alternés. Mais quand même un mot sur cette histoire, sur la façon dont les médias ont couvert de façon idiote et compassionnelle l'histoire, donc je reprends du Papa Grue, qui d'ailleurs est devenu un père divorcé. Hein. Une fois qu'il a traité les deux ministres, on a déplacé 2 ministres du gouvernement qu'il a traités de bonnes femmes, n'est-ce pas? Alors là, il est devenu le père divorcé. Et c'est-à-dire que, je veux dire, qu'il y a un problème, peut-être, sans doute,
Mais je trouve que la façon dont on a monté cette sauce, tout simplement parce qu'il suffit qu'un mec emploie les outils du spectaculaire, il se met sur une grue, allez Coco, tu vas te mettre sous la grue, tu vas faire le pied de grue sous la grue tout le week-end. Et les mecs avec leur micro. Alors il y a les... Oui, ils défendent la cause des papas. Oui, mais souvent ce sont aussi les mamans. Non mais putain, des baffes. Des baffes. Karim, c'est pas le traitement médiatique qui m'intéresse, c'est le fond du sujet. Oui, il y a un problème. Arrêtons de nous cacher derrière le petit doigt. Oui, il y a un problème. Et à l'ère où on parle de l'égalité homme-femme, à l'ère où on parle de l'adoption des enfants par des couples homosexuels, qu'ils soient femmes ou hommes, moi, il y aura pas de problème. On va expliquer et continuer d'expliquer, je ne sais comment, que les hommes, quand ils divorcent, ils ne demandent pas la garde de l'enfant, ou très peu. Ils sont prêts à avoir leur enfant 2 heures par mois. Donc, mais c'est pas très grave, ils vivent bien. Mais il faut arrêter ce cinéma. Moi, je suis entouré d'hommes qui sont divorcés, qui sont des copains, mais ils sont en souffrance. Mais c'est catastrophique, parce qu'ils ne voient pas leurs enfants. Il n'y en a aucun qui a eu ses enfants. Pas comme ils le souhaiteraient, insuffisamment. Mais tu te caches derrière ton petit doigt, fais une étude avec ton magazine, ce sera pas mal. Excuse-moi, mais c'est un vrai problème de société. Et il faut aujourd'hui qu'on l'aborde, et pas qu'on le balaye de revers de main, parce que le monsieur était sur la grue. Ça, c'est quand même anecdotique. C'est vous les hommes qui vous cachez derrière votre petit doigt. On nous parlait de la société. Non, excusez-moi, ce sont les femmes. Pas si petit que ça. Ce sont les femmes. Revenez quelquefois des choses très simples qui portent les enfants pendant des mois, qui les mettent au monde. Cela ne veut pas dire que le père n'a pas des droits. Vous allez dans des choses complexes alors que c'est simple. Une femme porte son enfant. Moi, j'ai porté mes enfants. C'est le mien. C'est mon enfant. Non, je suis désolée. En attendant que vous puissiez savoir ce que c'est qu'être mère, que vous puissiez... C'est ton fils, mais c'est pas ton enfant. C'est mon fils. Et j'y tiens. La différence... Et ce sont les femmes... Je suis sûr que tu connais la différence. Bon allez, sujet suivant. On va pas passer le réveillon là-dessus. Ok, on a compris. Deuxième sujet. La journaliste de Libération, Marcella Yacoub, a écrit un bouquin qui va sortir dans 2 jours, dont les bonnes feuilles sont parues cette semaine dans le Nouvel Observateur. Elle y traite DSK de mi-homme, mi-cochon. Réaction. C'est horrible. Non, moi ça me saoule, j'en ai assez. Essayer de se servir de DSK pour faire du fric. Donc c'est bon, maintenant DSK, il faut le laisser où il est. On mélange toujours le public, le privé, ses mœurs, c'est son problème. S'il l'outrepasse, il y a la justice, il y a des gens qui portent plainte, ça se passe dans un cadre qui, de mon point de vue, doit être privé. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Faire parler d'elle, faire un best-seller, certainement pas à mon avis. En tout cas, moi, j'irai pas acheter ce bouquin. Elisabeth ? Moi, je n'ai même pas envie de parler du livre, d'ailleurs, que je n'ai évidemment pas lu puisqu'il n'est pas en vente. Moi, j'ai quand même, je suis outrée que le Nouvel Obs a publié les bonnes feuilles de ce texte. Moi, il me semble que quand même le respect de la vie privée, c'est pas parce qu'on écrit bien, parce que ça a été l'argument, on dit elle écrit très bien, c'est pas parce qu'on écrit bien qu'on a le droit de faire absolument n'importe quoi. Et le Nouvel Obs, quand même, Laurent Geoffrin l'a dit, il l'a pas vraiment dit comme ça, j'exagère, mais en gros, il dit, oui, bon, il y a peut-être un petit doute, mais enfin, de toute façon, ça nous fait gagner de l'argent. Là, moi, j'ai quand même un petit problème avec le comportement de ce journal, parce que nous faire la morale en permanence pour derrière justifier l'exhibition, je veux dire, d'une histoire privée, le fait de bien écrire ne te donne aucun droit de jeter la vie de quelqu'un en pâture. D'abord, je veux dire, DSK n'a d'ailleurs pas donné sa version. Je veux dire, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être que du fantasme. Elle a qu'à écrire des romans. Qu'est-ce qui l'empêche d'écrire un roman puisqu'elle écrit si bien? Quel est ce truc de nous jeter à la gueule son histoire, la sexualité de DSK? Mais ça suffit. On ne veut pas être complice de ça. Joseph Massescaron. Moi, j'espère qu'elle sera condamnée. Hein. J'imagine. Non, moi je trouve que sur l'écriture, c'est plat comme une plaine de l'Europe du Nord. C'est surtout ça qui me frappe. C'est surtout ça qui me frappe. En fait, pour le dire d'une mode, c'est une dope complète. Bon, je referme la parenthèse. Maintenant s'agissant de la personne, en janvier 2012, Madame Marcella Yacoub a commis là aussi un long texte pour dire que finalement... en gros, Dominique Strauss-Kahn n'était pas si coupable que ça, etc. Elle est intervenue dans le débat, c'est important. Elle est intervenue en tant que journaliste, oui. En janvier 2012, elle est intervenue dans ce débat pour le dire, et que, bon, finalement, il fallait arrêter, que en fait, c'était peut-être un féminisme dévoyé qui faisait le procès de Dominique Strauss-Kahn. Et c'était du journalisme de terrain. Voilà, et c'est du... Et on ne le savait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que Mme Yacoub a été conviée, après ce texte,
a été convié par Anne Sinclair à travailler dans le Huffington Post, n'est-ce pas, et par Dominique Strauss-Kahn à avoir la botte. Eh bien, que voulez-vous? Entre les deux, elle a choisi la botte. Parce que la botte, ça lui permettait justement d'être publiée dans le Nouvel Observateur. Est-ce que éventuellement, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit elle a eu cette aventure juste pour écrire le livre. Moi, j'irai pas jusque-là. Mais ça va devenir, il faut faire gaffe parce que ça va devenir un business. Et que la vie privée, de toute façon, les tribunaux, si elle est poursuivie, elle sera condamnée parce que les tribunaux condamnent. Il n'y a pas de nom dans le bouquin. Il n'y a pas de nom. Oui, mais elle le donne dans son entretien. Dans son entretien. Calix, votre avis là-dessus? Oui, mon avis, c'est que, bon, d'une certaine façon, j'en ai assez de l'affaire DSK, je n'en peux plus. Mais la deuxième chose, vous allez me trouver encore moraliste. Je trouve qu'il y a une espèce de consanguinité étrange entre les hommes politiques et la presse. C'est-à-dire que vous vous mariez, enfin, on se marie, hein, on couche tous ensemble et vous nous faites chier avec vos histoires à la con. Tantôt, vous nous dites... Mais pourquoi tu nous dis vous, là, mais si, on n'a rien tout le fait, monde a épousé des journalistes, c'est quand même étrange. Et après, vous nous racontez vos histoires qui ne nous intéressent pas, tout en mettant de côté les vrais sujets de société. Je n'ai pas envie de savoir comment DSK baise. Moi non. Vous me fatiguez. Le dernier vous sujet, écrivez, le dernier sujet que je voulais vous soumettre. Le dernier sujet que je voulais vous soumettre, Oscar Pistorius, le champion amputé que nous avons tant adulé et admiré, qui sans doute a assassiné sa femme. Deux choses rapidement. Le premier point, c'est que ça montre tout simplement que le sport aujourd'hui, enfin, on ne peut pas tirer des valeurs du sport. C'est-à-dire que toutes les affaires il faut arrêter de dire que le sport, c'est une valeur absolue. Non, le sport, c'est pas une valeur. La compétition, c'est une valeur, mais le sportif en lui-même est tellement mis sur un piédestal pour des raisons d'émulsion médiatique telles que c'est absolument, c'est absurde. Et tous les scandales que nous avons, ça peut rappeler aussi l'affaire O.J. Simpson ou d'autres, nous le rappellent. Donc il faut arrêter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point tout simplement également plus local. Il ne faut pas en tirer au plus des conséquences. C'est que la société d'Afrique du Sud, je suis allé en Afrique du Sud, vous y êtes allé, vous connaissez, est une société extrêmement violente et que les rapports et qu'il y a un nombre de morts en couple, notamment, il faut le dire aussi, autant dans la population blanche que dans l'ensemble. C'est tout à fait légal. Donc c'est un cas qui est particulier et je dirais même que c'est un cas qui est plus sud-africain que international. Il y a une spécificité. Calix, votre avis sur cette affaire? Écoutez, pour moi, c'est une histoire d'ordre privé. C'est pas parce que cet homme a couru avec ses sabots qu'il était un homme exceptionnel. Donc, il peut avoir si on pensait ça. Mais moi, je n'ai jamais pensé ça. Vous avez pensé ça. C'est vrai. OK? Moi, je n'ai jamais pensé ça. Ce n'est qu'un homme comme un autre qui, blessé, a pu tromper peut-être, cocufié par sa compagne, a pu la tuer, comme le ferait n'importe quel homme. Et je ne vois pas pourquoi on se focalise. Mais moi, je pourrais le faire, il pourrait vous le dire là en face. Moi, je pourrais le faire si on me trompe. Je veux dire que ce n'est qu'un être humain comme un autre. Bon, alors, avertissement. Hein. Mais il est là. Je veux dire, Elisabeth, votre avis là-dessus? Moi, d'abord, je suis toujours frappée par le côté, comment dire, idole déchu. Alors, la première chose, je me suis dit, en tous les cas, c'est très bien pour, comment dire, finalement, d'une certaine façon, pour le regard que les gens portent sur les handicapés, c'est des criminels comme les autres. Je veux dire, c'est vraiment, il n'y a aucune espèce de différence. Mais je suis assez d'accord avec Joseph. Je pense, moi, qu'à ce niveau de Star System, c'est pas seulement le sport qui rend dingue. D'abord, il semblerait que beaucoup de sportifs soient shootés aussi. Oui, donc, on ne sait pas quelle substance il avait a priori. À l'évidence. On a trouvé des substances. D'accord. Et le Star System, la starisation rend fou de toute façon. Donc Karim, non, mais sur la starisation, c'est pas parce qu'on est un grand sportif qu'on est un grand homme. Donc il faut effectivement le rappeler. Idem pour un artiste, je veux dire. Donc on peut avoir un talent extraordinaire dans la compétition, le meilleur, mais être un petit homme sur le plan des valeurs de son comportement. Mais on ne peut pas être un grand député européen. Au quotidien. Donc, mais je ne sais pas ce qu'on peut être, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Donc grande journaliste. Simplement. Donc, ce que je veux dire, c'est là on a quand même une affaire qui n'est pas claire du tout. Un enquêteur véreux, douteux, dont on ne sait pas trop quoi. Peut-être un grand sportif qui était malade aussi, parce qu'il est malade des armes. Donc apparemment il est tiré dans tous les sens. Et là, je ne pense pas qu'il ait loupé sa cible. Donc non. Si au début il a quand même loupé. Hein. Elle a dû se traîner dans la salle de bain. Enfin bref, tout ça c'est. Elle a été elle a été terminée à la batte de baseball. Enfin voilà. Et tu
tous les faits sont avérés? Il va pas. Non, c'est donné par les enquêteurs. Attendez, il est sorti. L'enquêteur dont on dit aujourd'hui. Il est sorti sous caution, ça c'est le système sud-africain. Ça n'a rien à voir. C'est le système anglo-saxon. Bon, mais je vous remercie. Je vous remercie de ce petit tour de table. Je vais vous souhaiter à vous qui nous regardez une très bonne fin de soirée. Je vais vous donner rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain, on parlera notamment des gaz de schiste et d'un autre sujet alors qui peut-être n'intéresse pas tout le monde, mais qui en tout cas sera intéressant à regarder. On parlera du célibat des prêtres. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci à vous tous. Merci.